Il n'y a pas énormément d'organisations qui sont comme ça aujourd'hui. Là, on peut penser, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de euh, le bien-être au travail, ça n'existait pas. Plénitude, tu sais, être en phase avec toi-même. Être Ce sur que je son dis, X. ce que je fais, puis ce que je pense sont alignés. Et ça, le bonheur. Hein? Avec une raison d'être évolutive ou si l'entreprise a une raison d'être, on ne prendra pas de décisions qui vont à son encontre. Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Salut les pirates, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce qu'il y avait des vacances. Pierre, ça va? Ça va très bien, toi-même. Oui, ça va bien, merci. Écoute, un sujet pas piqué des verres aujourd'hui parce que c'est comment on appelle ça, un concept, si on veut, hein, qui nous regarde tous les deux parce qu'on est tous les deux tombés en amour avec via là, quelques années, chacun de notre côté. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a donné le goût de changer les choses, entre autres. Good. Toi, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est sûr que ça fait énormément réfléchir. C'est un concept qui est quand même discuté depuis plusieurs années parce que le livre Mhm. a été écrit, je crois, que c'est 2017. Corrige-moi si je me trompe. 2014. Donc, 2014. oui. Avant qu'on en parle davantage, hein, pour ceux qui ont pas la moindre idée de quoi qu'on parle, c'est qu'on parle de Reinventing Organizations, donc réinventer les organisations vers des communautés de travail inspirées, un œuvre de Frédéric Laloux. Voilà, Frédéric Laloux, Reinventing Oui. Organization. Le livre existe en français et en anglais pour ceux Mhm. qui préfèrent. Je pense que la version originale a été publiée en anglais puis elle a été traduite par la suite. Mais OK. Frédéric Laloux, il est francophone belge d'origine. Puis, je ne sais pas si tu savais, Olivier, mais j'ai eu la chance de le rencontrer en personne puis de discuter un peu avec lui. Ben, je savais parce que tu me l'as dit juste avant le show, mais autrement, non, je ne savais pas. Puis, qu'est-ce qu'il te racontait de bon? Donc, il était de passage à Montréal pour la présentation d'un documentaire. C'est une réalisatrice québécoise qui a fait un documentaire sur les éco-villages. Et Hum, bon, Frédéric, d'origine de l'Europe, mais il habite aux États-Unis depuis plusieurs années OK. dans un éco-village dans l'État de New York. Donc, c'est environ à 5 heures de route de Montréal. Donc, il était venu en personne avec sa conjointe pour la présentation du documentaire. Et donc, j'ai eu la chance de faire signer mon livre et de OK. discuter avec lui pendant quelques minutes. C'est vraiment une très bonne personne, puis j'ai beaucoup apprécié le livre et aussi pour ceux qui peut-être ont moins le temps de lire, il a une conférence qui parle de ce sujet-là sur Internet en français Ouais. et en anglais. Vous pouvez chercher sur YouTube, puis on mettra le lien. Donc, cherchez Reinventing Organization ou Frédéric Laloux et on va mettre le lien dans les Ouais. commentaires. Très facile à trouver. Super, ça. Écoute, moi, bon, ce qu'il explique dans son livre, hein, c'est différents modèles d'organisation, pur et simple, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il regarde des modèles d'organisation du passé, puis il en observe ou il en propose un du futur, si on veut. C'est ça qui fait accrocher les gens le plus. Hein. Moi, à chaque fois que je parle de changer les choses dans le monde du travail, j'ai tout le temps quelqu'un qui dit Hey, t'as-tu lu ça, Frédéric Laloux? Oui, je l'ai lu. C'est intéressant. Plein de monde me viennent avec ça. Ils en rêvent et peu de gens l'ont vécu, malheureusement. Ouais. En fait, c'est ça. Frédéric a carrément fait une recherche. Il a parcouru le monde, en fait, l'Europe, surtout les États-Unis, pour essayer de trouver des organisations. En fond, lui, il a catégorisé un peu ces organisations-là avec des différentes couleurs. Puis chaque Mhm. couleur a un certain, euh, une certaine façon d'être, si on veut, là, Ouais. à l'intérieur de l'organisation. Et dans le fond, la prémisse de son livre, c'est dans le fond, est-ce qu'il y a un nouveau paradigme d'organisation qui est en train d'émerger? Donc, c'est pas tant Ouais. que c'est dans le futur, mais ça commence maintenant. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'il parle dans son livre. Parfait. Puis ce qu'on vous propose aujourd'hui, les pirates, ben, c'est justement un sommaire, hein, un résumé
de ces modèles d'organisation-là présentés par Frédéric Laloux. Il y en a beaucoup parmi vous, ceux qui l'ont jamais lu, qui n'en ont pas entendu parler. Vous allez vous retrouver là-dedans quelque part et peut-être que, comme nous, ça va vous faire rêver un petit peu. Euh, nous, Pierre, on vit dans d'autres... Ben, on a dans notre sphère plusieurs organisations. Il y en a une qui s'appelle GoPirate, n'est-ce pas? Est-ce que GoPirate utilise l'un des modèles proposés par Laloux? Ben, on peut dire qu'en tout cas, notre mode de gestion de notre Discord, hein, qui est pas mal opale, il n'y a pas beaucoup de hiérarchie. Discord, c'est quoi? C'est une communauté à laquelle on peut accéder quand on est un membre de GoPirate. Et le seul moyen de devenir membre, en fait, c'est d'aller sur patreon.com/GoPirate Canada, aller voir les forfaits qui se présentent là-bas. C'est pas très, très cher. Il y en a pour tous les budgets. Et ça vous donne un accès directement à nous, à la communauté GoPirate, à d'autres activités qu'on va reprendre très bientôt, puisqu'on est rendu à la rentrée, Pierre, et on va reprendre des activités qu'on n'a pas fait pendant la saison estivale. Donc, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, venez nous voir, posez-nous-les. Sinon, je répète l'adresse patreon.com/GoPirate Canada. OK. Puis si jamais, je veux juste rajouter un petit truc, Olivier, si vous voulez nous rencontrer en personne, sachez qu'on sera prochainement dans des conférences. On ne va pas les nommer aujourd'hui, mais l'information s'en vient. Ça va être publié sur les réseaux sociaux. C'est très bien, ça, Pierre. On va prochainement être dans des conférences parce qu'il y en a qui vont écouter ça l'an prochain, puis ça sera encore vrai sûrement parce qu'on va avoir tendance à plus se montrer dans les conférences. Ouais. Donc, ce que j'aimerais proposer aux auditeurs aujourd'hui, Pierre, c'est qu'on passe à travers tous les stades ou les paradigmes de Frédéric Laloux. Et puis, dans chacun des paradigmes, hein, on allait extraire un peu l'information là, pour la résumer dans le livre. Le livre utilise plusieurs manières d'expliquer ces paradigmes-là. Dans le sens, l'avènement, hein, quand est-ce que ça a commencé, ce genre de paradigme? À quel stade organisationnel est-ce que ça arrive? Est-ce qu'il y a des formes ou des métaphores d'associer à ces paradigmes-là? La rémunération, comment ça fonctionne généralement? Est-ce qu'il y a des exemples d'organisations déjà connues qui utilisent ce paradigme-là? Quelle sorte d'avancée ça permet? Hein, des initiatives ou comment on appelle ça donc? Tu sais, là, quand tu inventes des choses, Pierre, là, j'ai oublié le mot, là, je sais pas, l'innovation, de l'innovation. Et puis, c'est quoi les limites hein, de ce paradigme? Ouais. Est-ce que ça te convient? On va regarder tout ça, puis on discute, bien sûr. Ben oui. Parfait. Ben, je vais prendre le premier. Hein, puis on fera un dos de mouton après ça, un dos de chameau, chacun notre tour. Donc, le premier paradigme identifié par Laloux, c'est il l'appelle rouge hein, dans son code de couleur. Donc, c'est l'avènement de cette structure organisationnelle, les amis, moins 10 000 ans. Donc, ça fait longtemps, c'est quelque chose qui est arrivé plus naturellement, n'est-ce pas? C'est le stade organisationnel qui vient avec le paradigme rouge, c'est celui qui est impulsif. Hein. On doit faire les choses maintenant parce que. Quelle forme est-ce que ça prend? Ni plus ni moins la chefferie, Pierre. Il y a un chef, puis il y a les autres qui ne sont pas les chefs. Ouais. Comme une tribu. Comme une tribu. En fait, c'est une des métaphores, là. Hein? C'est ça, tribu, meute de loups. Les meutes de loups, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si ça te tente de travailler dans une compagnie qui marche comme une meute de loups, Pierre, mais il y en a. Il y en a parce qu'on a des exemples plus tard, là. Oui. Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est sûr que il n'y a pas énormément d'organisations qui sont comme ça aujourd'hui. Là, on peut penser, il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de le bien-être au travail, ça n'existait pas. C'était survie au travail. On parle pratiquement des hommes des cavernes, là, il y a 10 000 ans. Mais il y a des exemples encore récents qui utilisent encore le paradigme rouge. Puis on va en parler. Tu sais, par exemple, la mafia, c'est ça. Tu as un chef, tu prends ton trou, tu fais ce qu'il te dit, ou tu es en danger de mort. Exact. Ça, c'est le paradigme rouge. Il y en a d'autres, des gangs de rue, hein, les milices tribales ou les guérillas. La prison, l'environnement en prison, c'est pas mal. Ouais. Si tu nages ou tu coules, là. C'est un petit peu ça, là.
Exactement, c'est à peu près tout ce qui reste en termes d'organisation rouge dans l'âge moderne, ça serait ça. Parce qu'évidemment, on vit dans des sociétés quand même relativement structurées, mais Ouais. il y a certains individus qui vivent en parallèle de la société, on va dire. Ben oui, Je me, effectivement, la mafia, les gangsters, c'est vraiment la référence là, en termes d'organisation rouge. je me demande si les sweatshops dans les pays en voie d'industrialisation sont dans le rouge. Ouais, c'est Quelque chose qui me dit possible. que c'est pas très démocratique. Possible. Ils sont peut-être dans le suivant. On va peut-être Ouais, peut-être. expliquer. Donc, Le mode de rémunération qu'on va retrouver dans le paradigme rouge, hein, c'est le butin. oui, c'est ça. Ça C'est fait la très pirate. récompense. Ouais. Si le boss a aimé ta job, tu vas peut-être avoir une poignée de change. Sinon, Donc là, la grande question, c'est est-ce que les pirates étaient dans le rouge? ben, on va pouvoir en parler un petit peu. C'est sûr que le mot butin laisse croire que les pirates étaient dans le rouge, mais c'était pas le cas. Donc ici, on parle vraiment d'une forme de chefferie, c'est-à-dire qu'il y a un maître à bord. En fait, les pirates sont devenus pirates parce qu'ils voulaient quitter ce monde-là. Hein? C'est dans la marée, dans la marée, dans la marine militaire à l'époque, Pierre. Je peux te dire que le capitaine n'était pas, il faisait pas beaucoup de team building. OK? Le C'est sûr. capitaine avait le droit de vie ou de mort sur toi, puis si tu étais blessé, ça se pouvait qu'il te garoche par-dessus bord, hein, parce que tu Ouais. ralentissais le troupeau. Donc, les pirates, eux autres, ont décidé de s'affranchir de ça. Donc, on va en parler un petit peu plus tard dans les autres niveaux, mais les pirates n'étaient pas dans le rouge, malgré l'utilisation du mot butin. Ils étaient Mais beaucoup plus démocratiques. peut-être aujourd'hui, les dictatures seraient peut-être dans le rouge. Absolument. Mais la structure qui est en puissance, qui est en pouvoir, oui, probablement. C'est ça. Exact. Ça se rapproche à une mafia. Bon, Pierre, c'est difficile à croire, mais ce paradigme-là, hein, tu fais la job ou tu manges pas, c'est mild, a apporté des avancées dans le travail, oui, oui, genre la division du travail, hein, chacun ses moutons, ils seront bien gardés. Toi, tu te mêles de ça, toi, tu te mêles de ça vient de là. L'autorité démonstrative, hein, faire un show de terroriser, là. On va montrer, ils vont comprendre, lui, il va servir d'exemple, ça vient de là. La réactivité, hein. On a un problème, ben, il faut trouver une solution. C'est juste que c'était un petit peu plus sauvage. Exact. Il y avait des limites, on s'entend. Pas beaucoup de monde qui veulent travailler là-dedans. Euh, ben, c'est la loi du plus fort, hein. Fait que si t'es faible, ben, il y a une limite. La violence, l'instabilité, c'est toutes des choses qui ne sont pas souhaitables dans une organisation. Mais dans ce paradigme-là, c'est évidemment, c'est ce qui te fait que tu vis, tu restes en vie. Hein. Donc, pas beaucoup de gens qui travaillaient dans le rouge, puis si c'était le cas, je pense qu'ils s'en iraient assez vite. Hmm? Ouais, je pense que Ouais, dans les sociétés occidentales, oui, peut-être dans d'autres sphères de la planète, là, d'autres organisations, d'autres pays, c'est peut-être plus difficile de quitter ce genre d'organisation. effectivement. Donc, on va passer au deuxième, parce que là, en ce moment, on ne se sent pas trop concerné, hein? Nous, avec notre privilège. Je te laisse le deuxième. Donc, le deuxième niveau, ambre, a commencé il y a environ moins 4000 ans. Donc, disons, si on parle du calendrier qu'on utilise aujourd'hui, là, Ouais. il y a 6000 ans de ça. Donc, qu'est-ce qu'il y avait il y a 6000 ans? Mais il y avait quand même des empires ou des Mhm. sociétés qui un peu euh, étaient en compétition les unes envers les autres. On peut penser aux anciens Égyptiens qui étaient là à Ouais. cette époque-là. Donc, c'est vraiment une structure, là, et là, on commence à s'organiser comme des villes, des empires, et on veut que les gens se conforment à la société, suivent les règles quand même. Mais là, on commence à avoir une structure. Quand on parle de structure pyramidale, c'est de là que ça vient. Hey, t'as C'est dit égyptien tantôt, pyramidal, hein? c'est peut-être eux qui ont inventé ça. Je Mais sais d'avoir une pas. structure avec pas juste un chef, mais un chef qui va déléguer à des sous-chefs, à d'autres, peut-être d'autres sous-chefs. Et c'est là qu'on se retrouve avec des organisations avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc ça existe encore aujourd'hui. Il y Ouais. en a, il y en a. Donc, les exemples de on va parler souvent de l'armée comme un exemple de ça, malgré que les armées modernes sont en train
d'évoluer aussi. Ils ont fait preuve de progressisme quand même, là, récemment, plus Oui, récemment. oui, exact. Mais on a quand même une hiérarchie Oui, très forte. est la base là, de l'armée. Ensuite, on va avoir les églises ou les religions qui sont structurées. On va parler souvent de la Mhm. religion catholique, très, très structurée, pyramidale. Donc, il y a un chef en haut, le pape. Et là, ben, il y a différentes couches. Là, je ne connais pas tous les noms, là, mais il y a les archevêques, les évêques, etc., etc. Donc, il y a Mhm. vraiment une structure pyramidale avec un chef à la tête. On pourrait parler de certaines aussi, les structures gouvernementales, les administrations publiques, des Mhm. écoles, des universités. Donc, c'est souvent organisé de façon aussi pyramidale. Ah ouais, ministre, haut fonctionnaire, fonctionnaire, blablabla. Donc, les gens ont des titres Ouais, qui sont attachés à des rôles spécifiques. Et tout ça, oui. c'est codifié, c'est déjà préétabli. Donc, quand la personne prend le rôle, ben, on a probablement une description très détaillée de ses Mhm. responsabilités, de ce qu'elle a le droit de faire, de ses limites. Et là, souvent, ben, l'échelle salariale vient avec les échelons de la pyramide. Ouais, c'est ça, exactement. Ou si tu prends un poste qui est généralement très, très bien rémunéré, ben, c'est en fonction du poste. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est plutôt difficile de changer de rôle à l'intérieur de cette Mm. organisation-là, à moins d'obtenir une promotion. Peut-être si quelqu'un quitte, ben là, il y a un poste qui est Ouais, ouais. vacant. Donc, C'est quand même là depuis longtemps, on disait moins 6 000. Donc, à 6 ben, 000 ans, plutôt, moins non, 4 il 000, y a 6 000 6 ans. 000, là. C'est ça exact. Ouais, moins 4 000, 6 000 ans. Donc, c'est encore là aujourd'hui. Donc, j'imagine que ça a apporté une coupe d'affaires qui sont pas si pires. Ben, Je sais pas que écoute, j'espère. beaucoup d'organisations comme ça, très hiérarchiques, on sent un peu l'exemple de l'armée qui c'est comme. Ouais. Mais c'est normal parce que imagine que dans les années probablement 1800, là, quand 19e siècle, là, quand les premières entreprises ont commencé à se créer, ben, on a calqué la structure militaire parce que beaucoup de dirigeants d'organisations, c'était des anciens militaires. Mhm. Donc, ce qu'on peut voir, comparer hein, justement à l'armée a des uniformes, l'Église Oui, aussi, ben même oui. les avocats ont des uniformes. Hein. Oui, Dans certaines écoles, il y a des uniformes. Donc, c'est le genre de choses qui vient de ce paradigme-là. Des procédures hein, standardisées. On a fait un épisode là-dessus avant les vacances. Planification et processus reproductibles. Une ouais, hiérarchie qui est stable aussi. Hein. Tu ne veux pas tout le temps être en train de changer la personne qui est à la tête. Euh, exact. Puis, ouais. j'aimerais juste rajouter un truc super important. C'est Mhm. pas parce qu'une organisation est dans le niveau ambre, ça veut pas dire que c'est mal. C'est juste le stade de cette organisation-là et ce type d'organisation-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a tous les types d'organisations cohabitent ensemble. Puis il y a Ouais. certaines organisations qui ne pourront pas aller plus loin que le stade dans lequel elle est actuellement. Pourront pas ou voudront pas. Ben, ça peut Très être bon. difficile. Ça peut Oui, être difficile dans ça certains peut être cas. difficile. C'est pas impossible, mais tu sais, il y a des normes sociales, on va dire, comme tout ce qui est gouvernemental, tout ça, c'est rattaché à la démocratie du pays. C'est difficile Ouais. de changer la Ouais, façon ouais. démocratique dans un pays. Et dans des organismes comme ça, généralement, tu vas avoir une sorte de pensée uniforme. Hein? Faut que tu penses comme la compagnie. Ça me fait penser un petit peu à certains pays communistes, par exemple. C'est très hiérarchique aussi là-bas. Oui, Euh, tout à fait. Ça a des limites. Hein? On va tendance à avoir des procédures très, très rigides. Répétition du passé, hein? Ça marchait avant, fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Ah, On a tout le je temps suis fait de assez même. La difficulté à s'adapter aux changements, spécialement plus récemment, hein, avec l'avènement de toutes les nouvelles technologies, c'est plus difficile quand tu es dans une structure très comme ça, très hiérarchisée et très tu sais, on se base sur le passé pour prédire l'avenir. Les différences, hein, tu sais, si c'est plus difficile de faire sa place quand il y a des différences. Donc, tu peux être ouais. rejeté parce que tu n'es pas comme les autres. Donc, ça, c'était le deuxième niveau. Le troisième commence à se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on connaît, en tout cas de nous autres, moi, dans toute ma carrière, je dirais. Là.
Ouais. Le paradigme ambre, on l'a déjà fait, excusez, non, c'est le orange. Donc, c'est des belles couleurs. L'avènement, c'est 19e siècle, donc c'est plus récent. On parle ici là, d'une organisation qui est mécanique. Hein? Tu sais, quand on te dit une entreprise, c'est comme une machine, il faut que ça soit bien huilé. C'est ça que ça veut dire. Ça vient de cette métaphore-là. Hein? Donc, que l'organisation c'est mécanique. L'entreprise capitaliste vit tout à fait bien et prospère dans le paradigme orange. Donc, c'est la machine. C'est là qu'on commence à voir hein, des primes individuelles, des commissions. Ça venait un petit peu de cette organisation-là. Puis, ben, les exemples, c'est, écoute, Wall Street, Nike, Coca-Cola, la majorité des grosses internationales. Là. Oui, ben c'est un peu la suite. Hein. Le Ouais, orange, c'est la suite de ambre. C'est que là, on est passé dans un mode plus c'est militaire, très codifié. Là, on est dans le monde civil. Donc là, on ouais, commence à établir les premières entreprises. Là, on parle du 19e siècle. Je l'ai noté juste avant. Mais ce shift-là, ce changement de ambre à orange, c'est que là, qu'est-ce qu'on rajoute de plus à ça? Ben, là, on est dans le monde capitaliste. On veut faire de l'argent avec le temps. Donc, c'est-à-dire ouais, qu'on paye des gens qui nous donnent leur temps dans le but de produire quelque chose qu'on va vendre. ouais, absolument. Certaines avancées, Pierre, c'est intéressant parce que la liste des avancées rendues possibles grâce à ce paradigme-là, il y en a la moitié que j'aime pas. Ah ouais? Mais c'est correct. Ben, par exemple, l'innovation, ça vient de là. Tu sais, avant, on ne te paye pas pour penser. Hein? On te paye pour exécuter. Là, dans un monde capitaliste, ben, on aime ça, les innovations, parce qu'après ça, on peut se l'approprier puis rapporter des sous avec. Ben, c'est ça, on invente des choses, des machines, d'autres machines pour Ouais, c'est ça. la vie. La méritocratie, hein? Si tu fais bien ta job, tu es bien rémunéré. C'est selon ton niveau de compétence et ton apport. Parce que entre toi et moi, ça arrive peu, mais quand même, c'est là que ça vient. La compétitivité, hein? Donc, que ce soit à l'interne ou à l'externe, vient de ce modèle-là. Toutes sortes de formes de management en rémunération par objectif, esprit rationnel et scientifique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant qui est arrivé à ce moment-là. Alors, on disait, le management, c'est une science, Pierre. Hmm. Donc, on commençait à s'en rendre compte avec l'utilisation du paradigme orange. Puis les Ouais, limites, qu'est-ce que ça apporte? Ben, c'est souvent une finalité qui est complètement financière. Hein? C'est money drives everything. ouais. Tu vas avoir une absence de tout ce qui n'est pas financier. Hein? Tu as de l'écologie sociale, humaine, émotionnelle. On commence de plus en plus à carrément demander, exiger ça hein, du côté des employés. Dans ce niveau-là, c'est quelque chose qui pratiquement n'existe pas. Là. Ouais, exact. La dissociation entre le monde professionnel et personnel. Hein. Chez vous, tu es chez vous, ici, tu es ici, tu es deux personnes. Amène pas tes émotions ici. C'est ça, garde ça chez vous. Ouais, c'est ça, ouais, regarde ça chez vous. Et ça, c'était le troisième paradigme, Orange. Lui, Pierre, c'est beaucoup, beaucoup d'entreprises. Là. Je ne sais pas Oui. si vous autres, les pirates, là, vous réalisez là, que moi, c'est à peu près le trois quarts des entreprises où j'ai travaillé. Ah, T'as fait ça. C'est pas c'est une la mauvaise majorité, chose. c'est certain. Il y a place à amélioration. Ben, exact. Donc, c'est beaucoup des anciennes entreprises, des grandes Oui. entreprises. Il existe depuis Euh, longtemps, là. ben, c'est ça. On a un mélange de structures pyramidales et là, on commence à. En fait, on a commencé il y a plusieurs dizaines d'années, peut-être une centaine d'années, cette organisation-là. Donc, on est dans le monde capitaliste, c'est les finances, c'est Ouais. gestion par budget. Puis, ben, si t'es pas content, tu peux aller ailleurs. Puis, on te donne un poste, on te donne un rôle. Déroge pas trop de ce rôle-là parce que sinon, tu déranges. Ouais. Donc, avant de passer au prochain paradigme, Pierre, j'aimerais ça qu'on passe quelques minutes avec notre ami David Miljour. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu. Hein? Tout ce beau monde-là avait fait plusieurs chroniques. Puis on avait mis deux de tout le monde au début. Alors, on revient, on recommence, on reprend avec la troisième capsule de David Miljour. Puis on se voit dans quelques minutes, Pierre.
Allô, Olivier? David. 1000 jours. 1000 jours. De Pesal. Pesal. Oui, c'est moi. J'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Je pense que je ferai plus de chronique. Je m'en porte tout le temps. Tout le temps, écoute, le rideau ouvert en arrière, il est presque déchiré. Oui, là, on verra plus de background à un moment donné. Là, je m'essaye une dernière fois. Ok, vas-y. Oui, ça se peut que je termine pas la saison. Mettons, on commence par un scénario. Ouais. Supposons là que tu es un entrepreneur collectif. Je suis un entrepreneur collectif. Ah ouais? J'en suis un pour vrai. Oui, ok. Oups. Mais mettons que GoPirate a une mission sociale. C'est le cas. C'est le cas? Ok, oups. Puis supposons que toi, en tant qu'entrepreneur collectif, puis tu as une mission sociale, tu veux faire du bien dans la communauté. C'est ma mission. Je savais qu'embaucher mon fils de 9 ans comme recherchiste, c'était pas une bonne idée. Ça part mal. On va regarder ce qui se passe à travers le monde. Puis à travers le monde, il y a quelques pays qui ont décidé de mettre dans la loi fiscale un point pour reconnaître les entreprises d'économie sociale. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Du gros bon sens. Okay. Oh shit, je viens de dire un slogan de Pierre Poilievre. Ah, non. Mais en fait, c'est ça. Ils ont fait ça. Puis quand on regarde les grands pays qui sont très très avancés en économie sociale, notamment la France ou le Québec, on se démarque, on l'a pas. Si on regarde la loi fiscale au niveau des organismes sans but lucratif, il y a l'alinéa 3 qui dit un organisme sans but lucratif, faut pas que ça avance de but lucratif, là, tu sais, c'est assez simple. Mais on n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour l'argent. Fait que là, il y a comme un genre de pression sociale qui s'est tramée à travers le gouvernement. Puis, tu sais, on a des agences de la santé qui vont embaucher, mettons, des ESAD pour faire le maintien à domicile. Quoi? Des entreprises d'économie sociale d'aide à domicile. D'aide et de maintien à domicile. Oui, j'ai beaucoup d'acronymes dans ma vie. Et puis, on a l'éducation qui va faire affaire, mettons, avec de l'inclusion aux études, avec des entreprises comme ça. On a d'autres ministères, comme le ministère des Affaires municipales ou autres, qui vont donner des subventions sur des projets ou des entreprises d'économie sociale. Et la conception même du gouvernement, c'est de voir que, ils sont des organismes sans but lucratif. Tu sais, il faudrait peut-être pas qu'ils vendent, tu sais, il faudrait pas qu'ils s'autonomisent, il faudrait pas qu'ils deviennent genre eux-mêmes autonomes puis avoir un pourcentage de leur revenu annuel qui est de vecteur autonome. Et donc, faut pas qu'ils soient dépendants du système public. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune définition précise dans la loi fiscale de c'est quoi une entreprise d'économie sociale. Et là, moi-même, je regarde sur mon territoire, puis j'en parle avec d'autres directions de pôle d'économie sociale, même en France avec des conseils régionaux d'économie sociale et solidaire, qui disent, des fois, nous, il faut convaincre des organisations qui sont une entreprise d'économie sociale parce qu'ils ont 60% de revenus autonomes, mais eux, ils se considèrent comme un organisme d'action communautaire exclusivement. Mm-hmm. Il n'y a pas de possibilité de mariage entre les deux. Noir ou blanc. Ça me fâche. Ouais. Je suis fâché parce que, genre, le gouvernement... Ah, ça recommence, Olivier. Je vais me calmer, là. Je vais prendre un bonbon au gingembre. Un petit edible. Ouais. Je me calme d'habitude, là. J'ai pas le super bon ligne pour une chronique, hein. Je pense que j'ai eu ma dose de calme juste avec cette lichette-là. Je me reconcentre. Je remarque souvent que l'économie sociale... Ah ouais, ça me relaxe. Veux-tu que je te le dise de temps en temps? Ah oui, s'il te plaît. Si tu me revois partir là, d'économie sociale, ça me calme, Je me rends compte que dans le milieu de la santé, il y a des Là, je te le dis, hein, je suis saucé. C'est quoi? Je vais être saucé sur celle-là. Okay, économie sociale. Ah, je m'en vais sur quelque chose que le monde, ils vont dire, OK, il sort ça vraiment du champ gauche. Je suis prêt. Il y a des intervenants en santé qui, à force de faire leur travail constant, ils rentrent là, ils veulent aider les gens, c'est leur travail, ils savent le bien qu'ils font à leurs bénéficiaires, mais ils ont quand même un jour le concept d'usure de compassion qui embarque. Qu'est-ce que c'est? L'usure de compassion, c'est qu'à un moment donné, t'es tellement soumis à avoir une certaine vulnérabilité
que ce soit infirmière à l'urgence, que ce soit une intervenante psychosociale avec une clientèle de jeunes qui ont besoin d'aide au niveau santé mentale. Ben, à force d'être confronté constamment à ça, puis on a la vie de tous les jours aussi, notre propre santé à nous, notre propre santé de nos conjoints, notre famille, nos responsabilités. Ben, à un moment donné, ça crée une usure de compassion. Donc, ça veut dire qu'on devient moins rempli de compassion pour les bénéficiaires qu'on dessert. On s'est créé une carapace un peu. Oui. C'est une méthode de protection. Je suis pas psychologue, mais je sais qu'il y a beaucoup de recherches là-dessus. Je fais le parallèle de l'usure de compassion avec le parallèle qu'un gestionnaire ou une gestionnaire d'une entreprise éco-sociale peut arriver avec une usure de mission. On n'entend jamais parler de ça, Olivier, là. Non. Je l'ai réfléchi. Puis, tu sais, jusqu'à maintenant, j'amène à une réflexion. Puis, tu sais, s'il y a des gens qui regardent le podcast de GoPirate qui n'est pas d'accord, pourraient m'écrire. Puis, on pourrait définir ensemble d'un concept intéressant. Inquiète-toi pas, personne ne regarde le show. Moi, je suis pas persuadé de ça. Mais c'est ça qui m'inquiète le plus. Ils vont voir toutes mes colères. Mais j'apporte ce côté-là de l'usure de mission parce que on veut tellement desservir constamment en économie sociale puis même dans l'action communautaire qu'on va imposer davantage à la fois de travail à nous-mêmes. Donc, on va sortir de nos horaires de 35 heures. On va utiliser ça à 8 heures le dimanche matin. On va prendre des appels, répondre à des courriels. On se crée notre usure de mission. Après ça, quand on est débordé puis on se rend compte que les besoins sont grands, parce qu'ils vont être toujours grands, les besoins, on va se rendre compte que nos employés, nos salariés, notre équipe de travail, nos collègues sont dans un prédicament semblable à ceux qu'on essaie d'aider. Exactement. Parce qu'on leur met trop de pression, on a trop de travail et eux-mêmes vont avoir une usure de mission. L'usure de mission, elle se crée parce qu'on ne donne pas suffisamment d'espace à le potentiel du développement économique de notre propre organisation. Il y a plein de gros mots là-dedans. Je le sais, c'est un peu spécial parce que moi, je me sens très socialiste dans mes valeurs, puis ça fait 3 chroniques que je parle de vendre plus. Aïe, aïe. Es-tu une taupe? Non, je suis pas une cheval taupe. De Troie. Mais, oui. Oui, je suis un cheval de Troie, t'as raison. Si je me comporte de cette façon-là, puis je l'ai dit dans la chronique précédente, il y a des pôles qui nous regardent, nous, à Longueuil, puis nous disent « Aïe, 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 ils sympathisent avec le corpo. » Oui, parce que quand on crée un aéroport, tu sais, de Saint-Hubert, puis qu'on vient avec un aviateur que t'es en bourse, puis une chaîne d'hôtels que t'es en bourse, ben ça se peut que le pôle, nous, notre équipe, on va voir l'aéroport pour dire « Hey, c'est super cool, le développement économique. » Mais on aimerait ça, un plan d'impact social, ça vous tente-tu de nous payer pour travailler là-dessus? Puis on va rassembler les communautés autour, rassembler, et là on devient, comme on voit qu'il y a un projet qui va être exclusivement de développement économique, notre rôle à nous, c'est d'amener du social dedans. Puis tu sais quoi? Tout le monde pense que, oh non, c'est sûr que Porter, puis Holiday Inn, puis l'aéroport voudront pas. Ben non, ils le veulent. Ils en ont besoin. Parce qu'un projet comme ça a besoin d'acceptabilité sociale. Il a besoin qu'on concerte, pas qu'on consulte. Il y a beaucoup de gens qui font pas la différence entre concertation et consultation. Consultation, c'est je vais demander ton opinion, Olivier. Ça se peut qu'elle me fasse « Hey, c'est intéressant », puis ça se peut que je m'en foute de ton opinion. Oui, tandis que la concertation, c'est de faire participer au projet des gens qu'on va amener là parce qu'on sait qu'il va avoir une opinion, une expertise ou des réalisations qui vont nous servir pour qu'on puisse nous-mêmes les utiliser puis amener à un projet collectif qui va avoir de la structure. Ce que tu es en train de dire, c'est les gens qui vont vivre avec l'impact d'une décision importante devraient participer non seulement à la décision, mais à la mise en place. Oui. On n'a jamais dit quelque chose dans ce genre-là chez GoPirate, ever. Ben oui, j'ai entendu, mais j'essaie d'avoir un angle nouveau dessus. Puis c'est ça que je trouve intéressant, parce que avoir la capacité des projets, il faut générer des sous. Ben oui. Et on va s'entendre, la structure mondiale actuelle, je pense que les gouvernements vont couper beaucoup dans les aides financières gouvernementales. Donc, il faut se trouver une façon autonome. Et là, si on revient à mon sujet, le dur dilemme entre l'impact social et l'économie, la dernière chronique, j'ai parlé de si on reste dans l'idéologie, on est à côté de notre cible. Donc,
Puis tu sais, c'est peut-être quelque chose que tu seras pas d'accord, mais moi je suis un fan de se dire, moi je couperai jamais ma mission sociale en tant qu'entrepreneur collectif, en tant que gestionnaire d'une entreprise d'économie sociale. Par contre, il y a des fois je vais faire un contrat, pas pour ma mission sociale, je vais la faire parce que je suis en survivance. Parce qu'il faut que je capitalise dans mon compte de banque. Parce que j'ai des vies humaines entre mes mains et leur précarité financière, elle est là. Tu pensais que je serais pas d'accord? C'est les 3 dernières années de GoPirate, ça. Oui, peut-être, je sais. Fait que, je comprends. Mais je me suis dit, est-ce que dans ces 3 dernières années-là, c'est arrivé parce que c'est un enjeu, un dilemme qu'on... Puis j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on puisse monter une formation là-dessus. Ouais. Ce serait hyper intéressant, je la ferais écouter, parce que c'est quelque chose qui tiraille énormément les décideurs en économie sociale. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de trouver un bon équilibre. Parce que si tu es à vocation sociale, mais que tu fais que de la survivance, tu n'es pas capable de faire vivre ta mission. T'as l'usure de mission, en plus. C'est ça. Et si le contraire, c'est pas mieux non plus. En fait, c'est pas vrai. Si tu peux faire que ta mission parce que tu es capable d'en vivre, fine, mais faut que ton organisation soit capable d'en vivre. Oui. Et là, amène une autre problématique à plus moyen long terme. C'est que si tu es capable de faire vivre ton entreprise avec seulement ta mission sociale, c'est sûr qu'un jour, le succès économique va t'amener à mettre de l'eau dans ta mission. Oh, diluer ta mission. Oui, puis là, j'ai des entreprises d'économie sociale qui me passent dans ma tête, puis je vais pas les dire. C'est gentil. Parce que je vais me fâcher. Attends, j'aurais besoin encore un petit peu de gingembre. Je te l'ai dit, hein, j'ai pas beaucoup de budget d'avocat. Non, c'est pas... C'est pour ça que je mange mon bonbon de gingembre, mais j'espère qu'un jour, on va comme... Puis, si vous êtes gestionnaire en économie sociale, posez-vous cette question-là. Le dilemme, il est naturel. Ouais. Mais je pense que si vous réévaluez votre mission aux 3 ans, c'est pas une mauvaise chose non plus. En C'est fait, beaucoup de travail, David. Je sais, mais les enjeux évoluent. c'est-tu mieux faire ce travail-là ou être à côté de ta mission? C'est mieux de faire ce travail-là. Puis, si on évalue à tous les 3 ans notre mission sociale, à tous les 3 ans, que je mettrais au milieu, là, à 1,5 ans de l'évaluation de la mission, notre offre de service. Parce qu'il faut éviter que le fait qu'on ait un dilemme sur l'impact social, notre clientèle nous commande notre propre offre de service. Moi, j'en l'ai vécu, moi, comme entrepreneur collectif. Puis ça, c'est une chronique que si tu dis, ben David, t'attends-tu de continuer les chroniques, ben si t'as des excès de colère, peut-être la saison prochaine, je pourrais faire une très bonne chronique sur justement ce côté-là de la détermination de l'offre par la clientèle. Parce qu'on veut tellement sauver et aider les gens en économie sociale que des fois, on ne se respecte pas nous-mêmes. On dit oui à tout. On dit oui à tout, sauf à nous. Sauf à nous. Quand on dit oui à quelqu'un, à qui est-ce qu'on dit non? Exactement. Fait que c'était ma chronique, Olivier, puis je suis encore désolé de mon excès de colère. J'ai pas eu à dire économie sociale très souvent. Ben, c'est parce que tu me l'as fait après que j'ai pogné les nerfs. Mais je vais essayer une dernière, puis après ça, je vais essayer de statuer si, genre, ça me rend trop colérique, ces affaires-là. Veux-tu parler de ton hoodie? Ah oui, il est bon, hein? Il est écrit Go Pirate, Chaotic Good. Oui. Je trouve que ça te va bien, Chaotic Good. C'est vrai que, vu de même, mais ça y va bien à bien d'autres personnes qui suivent le Patreon de Go Pirate, puis qui voient, genre, sur YouTube. Fait que commandez votre hoodie. Merci, David. Avec joie. Tu fais très bien ça en directeur du marketing. Oui. Là, je pense à une pub dans ma tête. OK. C'est une idée. Bye. Bon. Alors, très intéressant. Merci, David. Pierre, c'était à ton tour maintenant d'aborder le paradigme vert. Oui, donc, Un qui commence à faire rêver un peu plus, là. exact. Quatrième niveau qui a commencé plus au 20e siècle, Mhm. donc l'organisation verte. Donc là, c'est là qu'on commence à vraiment travailler ensemble, puis on commence à avoir du plaisir au travail, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Si vous vous souvenez bien, les gens qui travaillaient dans les usines, là, quand ils revenaient à la maison, c'était fini, on passe plus au travail jusqu'à lundi.
Donc, T'as pas besoin d'aller si loin en arrière. J'ai lu de ma carrière, de mon vivant, je pense que c'était en 2010, un article dans lequel un dirigeant américain disait: si tu as du plaisir pendant que tu travailles, je te paye trop cher. Je te jure. alors qu'on Essayer de dit prendre du plaisir. souvent, tu sais, si on a du plaisir au travail, finalement, c'est pas un travail, ça fait partie. C'est Ouais. ça la En fait, différence. si tu passes du fun, tu ne travailles pas, clairement. Idéalement, il faut aimer son travail. Si on n'aime pas le Ouais, travail, on ne peut pas être performant. On y va à reculons. Ça ne marche pas. Donc, ouais. Tout l'organisation travail. verte, Comment? comme tu dis, Excuse-moi, j'allais dire tout travail fait avec le sourire est généralement mieux fait. oui, exact. Donc là, c'est là où on va parler de rendre les gens autonomes. On va parler de valeur, on va parler de respect, d'équité, d'égalité. On va même parler des droits de la personne dans les organisations. C'est là Ouais. que il y a des normes du travail qui ont sorti dans les sociétés, puis les gens vont pouvoir avoir de l'aide s'il y a de l'abus dans leur milieu de travail. Mm. Et côté positif de ça, c'est l'esprit d'équipe, c'est livrer le service avec le sourire, tu l'as dit. Donc, Ouais. des organisations de ce type-là, on pourrait penser à Starbucks, la chaîne de café. On pourrait penser à Ben Jerry's aussi, les crèmes glacées. C'est peut-être moins connu du côté de l'Europe. On peut penser à ce qu'on appelle des ONG, des organisations non gouvernementales, des gens Ouais. qui, en quelque sorte, vont dévouer leur carrière à aider les autres à travers des organisations sans but lucratif, souvent qui vont aller aider dans d'autres pays où les gens ont plus de difficultés. Ouais. Donc, ça tombe dans les organisations vertes. Je vais faire un petit peu, je vais te baveux un petit peu là. Parce que, tu sais, dans le livre, ça propose que, tu sais, par exemple, une entreprise familiale, souvent, va être verte, tu sais. Et tu pourrais Mhm. aller travailler ailleurs, mais tu travailles pour l'entreprise familiale parce que c'est là que ça se passe, puis c'est le fun. Mais est-ce que c'est de là aussi que vient le on est une famille? Ben, je pense qu'il y a une différence à faire ici. Une entreprise Ouais. familiale, dans le sens que peut-être que c'est dans la même famille depuis quelques générations. Peut-être le Ouais. grand-père a fondé l'organisation il y a 60 ans de ça. Le père a repris, puis là, c'est les enfants ou même les petits-enfants qui travaillent dans l'organisation. Donc, quand on parle, c'est vraiment la famille biologique là, qui gère une même organisation. Ouais, ouais. Pas la même chose que de dire, hey, on est une famille. Mais oui, je pense que tu touches un point important. Dans les années, je dirais peut-être 90, début 2000, on a commencé à entendre ça un peu plus, là. Ah oui, on est une famille. Parce que, bon, ça C'est passe chaleureux, bien. une famille, généralement, pas tout le temps. C'est pour essayer de faire croire aux gens que vous êtes important pour nous. Ouais. Parce que, tu sais, Fais attention à ça. il propose quand même famille dans la métaphore pour expliquer le paradigme vert. Mais c'est ça, je voulais juste faire un petit aparté parce que c'est pas parce qu'une entreprise dit qu'on est une famille qui est dans le paradigme vert, c'est ça que je veux dire. Exactement. C'est ça le point. Mais Donc, faites attention tu à vas te sentir comme si ta gang, c'est ta famille. Ça, peut-être, c'est plus adéquat. ça. Ouais. Donc, ici, c'est sûr que dans certaines organisations là, on a quand même la structure organisationnelle, on va dire, pyramidale, mais là, on va essayer de rendre ça un peu plus plat, comme on parle de flat Oui. organization. Ça commence dans le niveau vert. On va parler plus d'égalité, la culture peut-être du consensus plutôt que de Mhm. l'individu qui décide pour tout le monde. On va parler aussi des valeurs communes. C'est là qu'on va peut-être faire un peu plus de team building dans les organisations. Ouais. On va faire des activités extra curriculaires, on va dire, à l'extérieur du travail, des 5 à 7, où on va Ouais, aller ouais. faire paintball ou des escape rooms ou peu importe. Les gens vont faire des activités sociales à l'extérieur du travail. Donc ça serait des organisations vertes. C'est là qu'on va aussi mettre beaucoup l'accent sur les valeurs, hein. Ouais. On veut que ce soit des valeurs qui sont partagées, respectées. Tout ce qui est le travail sur l'équité, l'égalité,
Le droit des personnes a commencé à émerger vraiment dans le vert. Moi, j'ai écrit, Pierre, dans le plan, l'agilité et Scrum vivent bien ici. J'ai l'impression qu'ils ont émergé ici. C'est un bet de ma part. Hmm. Ben, je pense Hmm. que oui, parce que quand on parle de faire les choses correctement, ben, l'agilité, c'est des gens qui, justement, étaient peut-être dans des organisations oranges, se sont un peu rebellés contre ça, puis se sont dit, ben, nous, on voudrait travailler différemment, partager les connaissances, ça. Donc là, c'est peut-être là qu'il a commencé le shift, Ouais. le passage à l'organisation verte ou peut-être que l'organisation orange est devenue verte dans certains contextes. Mais oui, effectivement, l'agilité a émergé là-dedans. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que votre organisation, parce qu'elle dit on va faire de l'agilité, puis il y a des coachs et des Scrum Masters sur place, il y a des chances que votre organisation soit encore dans le stade orange. On fait des scrums le matin, Pierre, on est agile. Il y a des limites à ça aussi, hein, parce qu'on va s'entendre, on ne peut pas être contre la vertu, mais l'égalité dans une pyramide, c'est un peu contradictoire. Donc, il y a quand même une forme de hiérarchie, mais on prétend qu'on est égal. Des fois, des fois c'est vrai, hein, des fois, c'est vraiment vécu comme ça, mais il y a quand même une hiérarchie. Donc, le Ben, système en place est quand même le système d'autrefois. ben, c'est sûr que dans une organisation, ça prend quand même du leadership. Hein? Et on l'a Avoir du vu. leadership sans avoir du pouvoir, Pierre. C'est sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça prend une direction. Ça Oui, prend une direction dans le sens où il faut savoir par où on s'en va. Parce que s'il n'y a pas d'alignement, oui, ben, les gens font un peu ce qu'ils veulent, ben, ça, on va tourner en rond et les chances sont que oui, oui. l'organisation va flancher. Mais, Mais ceci dit, une hiérarchie ne garantit absolument pas un alignement. ça c'est clair, ça c'est clair. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que, bon, c'est sûr que dans la pyramide, si on passe d'un mode orange à vert, ça ne veut pas dire que la pyramide disparaît, Non, non, mais on c'est ça. va commencer à tenir compte un peu plus des opinions de tout le monde. Elle va avoir moins d'étages, peut-être. Hein? Ça va être une toute Probablement. petite pyramide avec un tout petit cône au bout. Exact. Donc, bon, évidemment, les autres limites, hein, ben, c'est toutes les limites qu'on peut trouver à tout ce qui est un peu plus démocratique. Hein. La culture du consensus, c'est plus difficile de prendre une décision quand tout le monde a une voix. On le sait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions, des manières de faire qui permettent d'avancer, mais tu sais, ça peut ralentir la décision, etc. Donc, Exact. les problèmes communs qu'on retrouve avec l'agilité. Exactement. Et là, le niveau là, qui fait baver tout le monde là, de façon positive, le paradigme opale. Hein? On entend ça des fois l'entreprise opale, l'organisation opale, ça vient de là. Teal en anglais, hein? Hmm. T-E-A-L. Donc ça aussi, c'est arrivé au 19e siècle. Euh, Laloux le qualifie de système évolutif et inclusif. J'aime ça, évolutif. C'est-à-dire que c'est pas une structure qui est coulée dans le béton. En fait, s'il n'évolue pas, elle peut pas faire partie du paradigme opale. Hmm. C'est là aussi, hein, vous vous souvenez tantôt dans les paradigmes précédents, on parlait d'une machine bien huilée. Hmm? Oui. Nous, souvent, chez GoPirate, on a fait souvent le parallèle avec plutôt un organisme, un écosystème, tu sais, un jardin, une entreprise plus comme un jardin. Tu ne peux pas tirer sur une carotte pour qu'elle arrive plus vite. Exact. Donc, un organisme vivant, c'est la métaphore ici qui est utilisée pour exprimer, là, expliquer le paradigme opale. Et là, on va trouver un paquet de choses que, selon nos amis qui sont dans d'autres paliers, c'est impossible et impensable. Des salaires auto-fixés avec consensus, toi. Le monde qui décide de leur salaire, c'est impossible, Pierre, on ne peut pas vivre ça. Là. Et pourtant, ça s'est fait dans des entreprises qu'on connaît ici au Québec. On a passé une Oui, entrevue avec Lumca qui ont fait ça. Pas de manager, puis le monde décide leur salaire. Est-ce que c'est le c'est chaos? Pas nécessairement. Il y a une structure derrière quand même, mais ça existe, les amis. Et ça vit dans le paradigme opale. Et si je me souviens bien, vous irez voir, là, dans les 50 quelques, là, cet épisode-là, le propriétaire de l'époque de Lumca, c'est après avoir lu ce livre-là qu'il a décidé de faire le move. oui. Avec Reinventing Organizations. Donc, Et oui, j'allais dire dans le livre Reinventing Organization,
il y a plusieurs exemples d'organisations, parce qu'évidemment, Frédéric Laloux, c'était sa recherche. Il Ouais. a découvert, il a trouvé plusieurs organisations que lui qualifie de opales. Évidemment, c'est une étude qu'il a fait, donc c'est scientifique. C'est Mhm. pas, s'il n'a pas regardé sur Internet, là. Il est allé les rencontrer, il a observé, il a discuté. Puis il y en a plusieurs qui tombent là-dedans. Des fois, on en parle. En tout cas, moi, j'en parle dans mes coachings souvent. Je fais référence à ces organisations-là. Ouais, bien sûr. Puis, La première qui me vient en tête, Buurtzorg, ouais, qui est en Hollande. c'est Donc, spécial, ça. Ça, c'est vraiment exact, spécial. C'est des infirmiers et infirmières qui, exact. ben, tu sais, vous savez comment que c'est ici, hein, les infirmiers et infirmières. Tu travailles pour le restant de tes jours puis de tes heures. C'est pas facile à gérer. Ben, eux autres, ils ont trouvé moyen de s'auto-gérer, de s'auto-donner leurs propres horaires. Je pense que c'est des infirmiers et infirmières à domicile, si je ne me trompe pas, Pierre. Oui, c'est ça. C'est un concept intéressant qui existe en Hollande. C'est Ouais. qu'ils ont cette tradition depuis longtemps d'avoir des infirmiers, infirmières à domicile, donc dans les villages, dans les quartiers. Donc, Mhm. on a des gens qui vont voir à domicile les personnes âgées, un peu comme l'équivalent des CLSC ici, mais Ouais. eux autres, ça fait des centaines d'années que ça existe, ce concept-là, ou peut-être des dizaines d'années, je ne suis pas certain. Ouais. Mais l'idée, c'est que à un certain point dans l'histoire en Hollande, l'État a décidé d'étatiser tout ça et là de mesurer tout. Et ce que ça a provoqué, c'est que pour pouvoir mesurer, ben, ça prenait des gens qui mesurent, des gestionnaires. Ah, ben oui. Et ça l'a fait en sorte qu'ils ont rajouté des couches hiérarchiques, des couches, des couches, des couches. Leur objectif initial, c'était de sauver de l'argent. Mais au final, ça leur a coûté plus cher. Mhm. Mais Buurtzorg, ça a été fondé par un de ces infirmiers-là qui, lui, a décidé de quitter on va dire, le carcan étatique, de fonder Ouais. une société, puis de rassembler des groupes d'infirmiers et infirmières pour jouer le même rôle. Et finalement, parce que l'objectif de ces gens-là, de ces infirmières-là, c'est rendre les personnes âgées ou garder les personnes âgées le plus autonomes possible, le plus longtemps possible, Ouais. pour justement éviter qu'ils se retrouvent dans des centres d'accueil ou dans des hôpitaux. Et donc, ils ont réussi, Buurtzorg ont réussi mieux que la machine étatique. Mhm. Les autres exemples, Pierre, je ne les connais pas tous, mais je connais Favi. Ça en est un. Il est très bien documenté. Vous pouvez chercher en ligne là, sur YouTube. Là. Il y a un paquet de vidéos Favi, l'histoire de Favi. Je l'ai appris en même temps que Reinventing Organizations, puis je me suis roulé dedans. Mm. Puis aujourd'hui, je la raconte à qui veut bien parce que honnêtement, c'est incroyable cette histoire-là. Je ne la rencontrerai pas ici, on n'a pas le temps, mais allez voir ça. Patagonia, ceux qui font du sport connaissent probablement. Compagnie donc qui fait du Ouais. matériel pour le plein air et qui vit pleinement ses valeurs. On va pouvoir en parler davantage dans le prochain épisode. Wink wink, un petit spoiler, où on va parler, on va comparer les niveaux de Frédéric Laloux avec les 8 tendances des entreprises progressistes de Corporate Rebels et de GoPirate aussi. On avait ajouté une 9e. Donc, Patagonia qui est très, très collé sur ses valeurs. L'holacratie, un sujet qu'on n'a pas beaucoup parlé chez GoPirate, l'holacratie, très, très à côté sur le PAL. Ça serait Ouais. probablement un bon sujet à aborder, Pierre, mais ça prendrait un expert parce que moi, je ne m'y connais pas assez. Certains, je sais que Maurice m'en a souvent parlé de Ouais. l'holacratie. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît ça, hein, mettez-nous en contact. Puis l'autre organisation, une que peut-être toi tu connais moins, c'est Morningstar. Je Et suis juste passé Morningstar, par-dessus. Maurice en a parlé souvent. Hmm. ben, c'est une organisation, en fait, c'est le plus grand producteur de tomates, Ouais. au moins en Amérique du Nord, là, je ne sais pas si c'est mondial, là, mais tout ce qui a rapport à la tomate, c'est-à-dire sauce tomate, la soupe, probablement aussi pour faire des sauces à spaghetti préparées d'avance. Donc, eux,
ce qui est intéressant, c'est que c'est très, très grand, cette organisation-là. Je ne Mhm. sais pas combien d'employés, mais sûrement plus que 1000 employés. Et c'est tout auto-organisé. Peu importe. Et les gens décident, votent leur salaire dans cette organisation-là. Il y a des vidéos là-dessus sur YouTube. On pourra le mettre aussi dans les liens rattachés Ouais. à l'épisode. Ça Vraiment, serait à explorer, Pierre, là, mais tu sais, au Québec, il y a quelques années, on entendait de plus en plus parler d'entreprises libérées. Je ça tombe. pense que les entreprises libérées tombent là-dedans, mais je serais curieux de voir s'il y a des différences. Peut-être que ce serait un autre sujet à aborder, on verra. Ben, je pense que c'est Euh, un synonyme avec Opal. Je pense que ça fait partie d'eux, ou à ouais, moins il y a peut-être un livre là-dessus qui était différent de celui de la Loup. On y reviendra effectivement. absolument. Qui dit ce genre d'innovation en organisation, ça a des avancées, hein, donc l'autogouvernance, autogestion, les gens c'est ça, qui votent qui votent ou qui décident leur salaire. La plénitude, tu sais, être en phase avec toi-même. Être Ce sur que son je dis, X. ce que je fais, puis ce que je pense sont alignés. Et ça, le bonheur. Hein? Avec une raison d'être évolutive ou si l'entreprise a une raison d'être, on ne prendra pas de décisions qui vont à son encontre. Rare. Exact. À moins que ta raison d'être, ce soit faire de l'argent. Il y a plein de compagnies qui font ça, qui vont pas à l'encontre de la raison d'être. Ben, ça, il faut faire attention. C'est pas une Ouais. raison d'être. C'est juste Ben, un il y a, mécanisme capitaliste. il y a plein d'entreprises que c'est leur raison d'être, je te le jure. C'est juste pas très, très travaillé et réfléchi. Enfin, les limites. Pierre, moi, j'ai jamais vraiment essayé, tu sais, de créer une entreprise Opal. Go Pirate, Mhm. c'est plus comme l'anarchie. Euh, c'est, Ben, euh, apparemment, c'est difficile à implémenter, hein, parce que tu as plein de monde là-dedans. ça prend Plein du de monde. courage. Ça prend du courage. Tu as plein de gens qui ont vécu autre chose puis qui se sont fait dire qu'il n'y a rien d'autre qui était possible. Et fait que c'est ça. Dans les industries traditionnelles, c'est difficile à implémenter. Ça demande un gros changement de mindset de la part de tout le monde, en fait. Puis il faut que tout le monde veuille. Tout le Oui, monde. Même le concierge, il faut qu'il veuille. Sinon, ce ne sera pas possible. je pense qu'au stade Opal, c'est facile de retomber en arrière. Il faut faire attention. Je pense qu'une des grandes difficultés, c'est le recrutement. Comment on fait pour recruter Ouais. des gens qui ont cette culture Opal? Donc, ça, c'est difficile parce que, comme la majorité des organisations sont soit vertes, oranges, peut-être même Ambré. ambre, donc c'est difficile de recruter des gens qui viennent de ces organisations-là et de shifter leur mindset. C'est pas impossible, mais il faut Non, faire c'est pas attention. impossible. C'est ça. Il faut faire Ça, attention au genre de gens qu'on recrute. Ça dépend, moi je te dirais que ça dépend. Tu sais, si tu ne vas pas nécessairement trouver beaucoup de gens qui ont vécu dans une organisation opale, mais tu peux trouver beaucoup de monde qui sont plus capables des autres couleurs, par exemple. C'est sûr. C'est du potentiel. C'est sûr. Puis on va souvent parler de flat organization, donc des organisations Oui, où il n'y a pas de hiérarchie. il Donc ça, flétarchie. ça rajoute une difficulté parce que comment on recrute, qui recrute, euh, c'est comment on étend, comment on grandit, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a des solutions. Il y a des organisations qui ont essayé de faire des choses. Je pense qu'on en a parlé. Le podularité, on a déjà fait un épisode là-dessus, hein, où tu fais plein de petites équipes autonomes qui sont capables de prendre des décisions. Mais Ouais, ce n'est pas le sujet du jour. On pourra en parler à un moment donné. exact. Pierre, Donc, il faut hein? rappeler dans son livre, Ouais, Frédéric Laloux, il a regardé des organisations. En fait, il n'a pas regardé des petites organisations. Et je pense que, si je me souviens bien, le minimum, c'était 100 employés. Donc, hmm, les organisations que lui a étudiées, c'était quand même des organisations qui étaient établies depuis un certain temps, avec un certain nombre d'employés. Puis, ben, dans sa sélection, c'est sûr qu'il y a certaines organisations qu'il a dû mettre de côté, puis il n'y ouais. en a pas parlé. Mais, donc, c'est sûr que quand on est petit, c'est plus facile. Mais quand on est dans une organisation qui existe depuis plusieurs années, qui a 100 000 employés, 10 000 employés, c'est sûr que faire ce shift-là, ce changement-là, c'est difficile. Puis on ne peut pas dire, tu sais, c'est pas une norme. On ne peut pas dire, hey, on est Opal, on a le petit Non, sticker. non, c'est pas un Non, certificat. c'est ça. Donc, il faut, je pense, adopter des pratiques.
faut adopter la mentalité pour évoluer vers ça. Mais c'est pas une fin en soi. Non, c'est ça. J'allais te demander, selon toi, Cadman Québec, quelle couleur? Euh, je dirais vert pâle. Vert pâle, ça aurait du sens. C'est pas méchant. Pas méchant du tout, vert pâle. C'est très bien vert, en fait. On a-tu l'intention de changer de couleur, Pierre? Ben, comme je disais, petite organisation, c'est pas simple. Non. Il faut d'abord survivre, hein, parce que Donc, il y a beaucoup des problèmes que les grosses organisations ont qu'on n'a pas. oui, il y a aussi beaucoup de problèmes que nous, on a que les grands n'ont pas. Généralement, des problèmes d'argent. Puis toutes les petites entreprises, c'est ça. C'est sûr Problème qu'on de. est, Oui? on est à risque dans le sens Tout qu'on le est une temps. petite organisation, puis ben, on fait affaire des clients, puis le marché change, il va falloir s'adapter, puis il y a du travail à faire. Ouais. En tout cas, Pierre, merci beaucoup d'être venu partager tes souvenirs de lecture avec les miens. Les pirates, je suis curieux de savoir, vous, dans votre environnement de travail, là, quelle couleur c'est selon vous? Quelle teinte ça a? Puis je serais bien curieux de voir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont dans du opale? Je serais bien curieux de savoir où est-ce que vous êtes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Hein? Vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn, même dans les commentaires YouTube. Maintenant, on peut écrire des commentaires sur Spotify. Puis, il y a un courriel, ahoy@gopirate.com. Il n'y a aucune raison de ne pas nous écrire pour nous dire ça. Pierre, la semaine prochaine, on va repasser à travers tout ça, mais sous un angle corporate rebel. Yes. Ça va être intéressant. Les pirates, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines, Pierre, mais c'est. Je te vieux radoteux. Les pirates, on vous en souhaite une bonne. À bientôt. Puis, soyez de bonne couleur. Pierre, bye bye. Bye.